Merci pour toutes ces informations, vous l'avez si bien dit. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Aliou Goloko. Bonsoir. Bonsoir Papa Abdoulaye, bonsoir Sarah. Alors comme dit le titre, on va revenir sur cette folle quinzaine pour le football sénégalais, champion d'Afrique, et puis on étrenne ce nouveau stade, un stade ultra moderne, de dernière génération comme on l'a dit. Déjà, vous étiez à l'inauguration, l'impression que vous avez, Aliou, que ce sont des anomalies qui sont réparées. Le titre pour le Sénégal, un grand pays de football, mais on n'avait pas d'étoile sur le maillot. Et là également, un stade à la dimension des talents, du talent des Lions du Sénégal. Ce qui répond convenablement au titre que vous voulez donner à cette quinzaine, cette folle quinzaine de notre football. Effectivement, et que cette quinzaine est à jamais gravée dans notre mémoire collective. Nous avons célébré notre première étoile, c'est-à-dire notre premier trophée continental de football. Mais au-delà de tout, nous avons inauguré le plus beau stade d'Afrique, pour ne pas dire l'un des plus beaux stades du monde. Là, c'est pas trop prétentieux. Non, non, ce n'est aucune prétention. D'ailleurs, j'ai eu la chance de visiter. Nous avons eu la chance. Nous avons eu la chance. Je vous taquine, Aliou. Je sais que c'est le plus beau stade actuellement en Afrique. Nous avons eu la chance de faire beaucoup de stades de faire beaucoup de stades dans le monde. Mais aujourd'hui, très sincèrement, ce stade est magnifique. Et c'est un bijou, un vrai bijou pour nous, pour les Sénégalais, et pour notre jeunesse, pour la grande famille du football, pour la grande famille sportive, mais surtout pour toute la jeunesse africaine, parce que toutes les autres nations africaines qui viendront désormais affronter le Sénégal ici chez nous vont être appelées à évoluer sur ce stade-là. Oui. Alors, je le disais, un stade magnifique, vous avez parlé au Drogba et autres. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui, avant le coup d'envoi, juste après le coup d'envoi donné par les chefs d'État, ou plutôt au moment où les chefs d'État descendaient pour la cérémonie protocolaire, lorsqu'ils saluaient l'équipe sénégalaise, on discutait un peu sur le bord de la pelouse, aligné, et Didier Drogba, et tout comme Samuel Eto'o, tout comme les autres joueurs disaient chacun, Aliou, franchement, on a l'impression d'être en Europe. Je leur ai dit non, vous n'êtes pas en Europe, vous êtes au cœur, à la porte de l'Afrique, au cœur de notre continent. Vous êtes bien au Sénégal, à Dakar et particulièrement à Diamniadio. Et se trouve à Diamniadio désormais le plus beau stade d'Afrique. Oui, et comme un symbole, c'est Khalilou Fadiga qui marque un bijou. Le premier but, même si c'est un match de gala, un match d'exhibition, comme un symbole, c'est Khalilou Fadiga de la génération 2002 qui marque le premier but sur cette pelouse. Tout à fait, parce qu'en 2002, c'était quasiment un des chouchous du peuple sénégalais sur les terrains de football. 20 ans après, dans l'inauguration d'un magnifique joyau comme ça, c'est lui qui a le privilège et l'honneur d'inaugurer ce stade avec un magnifique but du reste, tout simplement parce que Khalilou Fadiga, c'est la grande classe, c'est un footballeur talentueux et qui manque beaucoup au Sénégal. 20 ans après sa carrière, on est toujours à la recherche du nouveau Khalilou Fadiga, qu'il ait la chance de marquer un si beau but comme ça. Et ça a ajouté au symbolisme de cette rencontre. Et de l'autre côté, c'est un autre numéro 10, en l'occurrence Diédhiou Okocha, qui égalise. Diédhiou Okocha qui avait marqué le 1000e but de la Coupe d'Afrique des Nations dans un pays qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, dans un si nouveau stade. Tout était beau, tout était aligné. Le 22 deuxième mois 2022. Et donc il y a 2 buts qui ont été marqués sur le match. La symbolique du chiffre 2 est revenue plusieurs fois. C'est pour vous dire que nous autres Sénégalais pouvons être très 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 fiers de ce magnifique joyau qui nous a été offert par le chef de l'État et son gouvernement. C'est important, il faut le dire. On ne remerciera jamais assez le président de la République pour cela, parce qu'il faut avoir une vision, il faut avoir un engagement politique, il faut avoir un amour du sport, il faut aimer le football pour pouvoir investir autant d'argent en un temps record pour construire un si beau joyau en 17 mois architectural. Et tout l'enjeu de ce stade, ou plutôt toute la problématique qui devrait naître de cette inauguration, c'est ce que lui-même il a dit, le chef de l'État, c'est la maintenance et la gestion de ce bijou. Alors, tu vois comment justement cette gestion à venir? Alors, c'est déjà bien qu'il y ait une société de gestion des infrastructures publiques. Mais je pense qu'ils sont en train d'aller beaucoup plus loin. C'est en réflexion de mettre en place une agence de gestion des infrastructures sportives. Parce qu'on a le Dakar Arena, on a l'Arène nationale, on a ce stade-là. Il y a d'autres qui suivront certainement. Et ce serait très intelligent dans la vision globale de l'État du Sénégal de mettre en place une structure qui s'occupera que des infrastructures sportives. C'est très lourd, c'est très coûteux.
Et ça demande beaucoup d'attention. Et c'est très méticuleux aussi de gérer ces infrastructures-là. Et c'est en cela que nous autres Sénégalais sommes interpellés dans ce joyau, parce que c'est notre patrimoine. C'est une infrastructure, certes construite par notre État, donc qui nous appartient. Il est aussi de notre ressort, nous autres, spectateurs, techniciens, joueurs, hommes des médias, toutes les personnes qui gravitent autour de l'activité sportive et particulièrement footballistique, de se sentir responsables dans la gestion de ce beau bijou que nous avons. Parce que s'il est bien entretenu, il peut résister pendant 100 ans, ce stade. Il pourra exister pendant 100 ans. Mais alors, dans les perspectives, c'est dès le mois de mars, dans un mois, le match contre l'Égypte. Comment est-ce qu'il faut faire aussi pour ne pas être aussi dépaysé que l'Égypte qui va venir jouer le premier match officiel. Ironie du sort ou hasard du calendrier. On va effectivement jouer un match qualificatif pour la Coupe du Monde dans ce stade-là comme premier match officiel de compétition de l'équipe championne d'Afrique. Donc, mais avant cette date-là, il va falloir réfléchir sur comment créer une sorte de répétition générale dans ce stade-là. Créer 1, 2, voire 3 matchs avant la date de Sénégal-Égypte, afin de pouvoir régler tous les automatismes et que surtout la Fédération sénégalaise de football s'approprie ce stade-là pour pouvoir travailler en parfaite intelligence avec la société de gestion et mieux maîtriser l'organisation du prochain match du Sénégal contre l'Égypte. Alors, Aliou, on va revenir aussi sur la Coupe d'Afrique des Nations, comme vous l'avez dit, le Sénégal champion. Et vous êtes au cœur du dispositif de communication de la CAF maintenant. Donc, vous avez vécu de près et je vais même dire en inside cette victoire. Déjà, vous avez l'impression, comme je disais, que c'est une anomalie qui est réparée. Le Sénégal qui n'avait pas d'étoile sur son maillot. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, le Sénégal est un pays de grands footballeurs, mais pas un grand pays de football. Nous sommes désormais les deux. La symbolique du chiffre 2 qui revient. Nous sommes désormais un grand pays de football, mais également un grand pays de footballeurs. Parce que des fils du Sénégal se sont assez fait distinguer dans le monde à travers le football. Mais désormais, nous trônons sur la liste de très peu de pays qui ont déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est une anomalie réparée. Pour les moyens que l'État du Sénégal, le gouvernement sénégalais a investi dans le football ces 20 dernières années, pour les talents qui sont passés dans notre pays depuis plus de 30-40 ans en matière de football, pour tous les sacrifices consentis par nos médias sportifs, nos techniciens, notre fédération, nos supporters qui sont rentrés souvent complètement députés de convenus ou de Bérésina de notre sélection nationale. Pour toutes ces histoires vécues, pour toutes ces expériences vécues, nous avons finalement cassé le plafond de verre en devenant champion d'Afrique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne connais pas, en tout cas pour les Sénégalais qui étaient à Yaoundé le jour de la finale, je n'en connais pas un seul qui n'a pas versé des larmes d'émotion, de joie et de bonheur après notre sacre. Et à Dakar alors, et le retour comment alors, le retour, nous avons eu la chance de vivre tous les grands moments de football, en tout cas de ces 20 dernières années. Rappelez-vous, le retour de l'équipe de 2002 après la qualification pour la Coupe du Monde en Namibie. Il y avait eu mouvement de foule. Le retour de l'équipe de 2002 après la finale de la CAN au Mali. Le retour de l'équipe de 2002 après le quart de finale de la Coupe du Monde. Ensuite, le retour de l'équipe en 2019 après la finale perdue en Égypte. Mais celui du sacre n'a jamais été égalé. Et je ne pense pas que plus jamais dans l'histoire du Sénégal, on aura autant de foule un jour si on rapporte la Coupe. Sauf si on rapporte bien entendu la Coupe du Monde. Si jamais on est consacré meilleure sélection nationale du monde, je pense qu'il y aura plus de foule et de monde. Mais pour l'instant, ça reste la plus belle parade qui a jamais existé en termes de célébration de nos talents en football. Alors, Sadio Mané ou le gardien de but Edouard Mendy, c'est qui le prochain ballon d'or pour vous? Vous me posez une question conne. Je pense que encore la symbolique du chiffre 2, parce qu'on parle... Normalement, ça devrait se jouer entre ces deux Sénégalais-là. Et donc, quel que soit celui qui gagnera, je pense qu'il aurait mérité ce ballon d'or africain. Mais si on juge les deux joueurs sur la saison 2021, Edouard Mendy partirait avec un petit avantage en cela. Mais je pense que, connaissant Sadio, qui est un vrai seigneur, il sera tout heureux que ce soit Edouard qui soit sacré ballon d'or africain
et vice-versa. Pareil pour Edouard Mendy, qui serait très heureux si c'est Sadio Mané également qui remportait son deuxième ballon d'or africain. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes le pays à la mode en Afrique en matière de football. C'est comme ça arrive. Et je vous le dis encore. Ne boudons pas notre plaisir. Non, on ne boude pas notre plaisir. Notre équipe sélection féminine a réussi l'exploit de se qualifier également à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminine après 10 années. Contre une équipe, le Mali, qui était un des meilleurs pays en devenir en termes de football féminin. C'est pour vous dire. Et tout cela. Et là également, ce sont les tirs au but qui nous ont... Ce sont les tirs au but qui nous ont également qualifiés. C'est pour vous dire un peu que seul le travail paye. Tout cela n'est pas apparu ex nihilo. C'est parce qu'il y a eu un travail réfléchi de la fédération, coordonné, planifié, évalué selon les différentes étapes qui nous ont permis d'en arriver à ce point. Et aujourd'hui, on peut être satisfait parce que nos sélections nationales ont maintenant joué tous les types de compétitions internationales qui existent ces dernières années. Rapidement, parlez-nous aussi du contexte Covid de cette Coupe d'Afrique des Nations, entre les restrictions, les suspicions contre le Cameroun, les mesures. Écoutez, comment vous avez vécu ça? Alors, moi déjà, évoluer, jouer au football, organiser une compétition d'une telle envergure dans période Covid, c'est très compliqué, c'est très difficile. Mais heureusement, il y avait un protocole Covid mis en place par la CAF et un autre mis en place par le gouvernement camerounais pour la gestion des foules, pour la gestion des spectateurs. Et je pense que sur l'ensemble, ça s'est très bien passé. Ça, c'est la première chose que je peux dire. La deuxième, les suspicions sur le Cameroun, je pense qu'elles n'étaient pas fondées. Pour la bonne et simple raison que ce n'était pas des laboratoires camerounais qui faisaient les tests. Pour la bonne et simple raison que ce n'était pas la sélection du Cameroun qui s'occupait des tests, mais c'était plutôt un laboratoire étranger, suisse en particulier, qui avait la gestion du contrôle Covid de toute la compétition. Mais ça a commencé mollo. Au début, vous avez remarqué, il y avait beaucoup moins de monde à cause de ces restrictions Covid. Mais au fur et à mesure d'avancer dans la compétition, on a atteint un certain pic et finalement, on a fini par avoir de la foule, du public et du très beau public sur les derniers matchs. Il y a eu également des polémiques sur la qualité des stades, particulièrement des pelouses. Japoma, par exemple, à Douala. Il y a eu beaucoup de critiques. Là également, comment est-ce un autre faux procès fait à l'équipe au Cameroun. Franchement, le Cameroun a organisé une des plus belles CAN jamais organisées. Les infrastructures étaient magnifiques, les stades étaient beaux, c'était des stades de classe mondiale, des stades aux normes internationales FIFA. Mais au-delà de tout, il y avait surtout de bonnes équipes dévouées au bon fonctionnement de ces infrastructures-là, que ce soit au niveau des pelouses, que ce soit au niveau de l'hospitality, c'est-à-dire l'accueil, l'hébergement, les services à l'intérieur du stade pendant un match, que ce soit au niveau des infrastructures pour les médias, tribunes de presse, salles de conférence, média center et tout. Le Cameroun a franchement mis les petits plats dans les grands plats pour réussir cet événement. Et on peut vraiment leur tirer le coup de chapeau. Bien évidemment, l'organisation d'une Coupe d'Afrique, c'est une œuvre humaine. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il a dû avoir par-ci et par-là des petits couacs ou des couacs mineurs, mais qui n'ont en aucun cas impacté sur la réussite de l'organisation de l'événement, mais surtout sur la beauté du jeu qui a été produit pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Des équipes qui ont séduit, par exemple les Comores, la Gambie. Oui, les Comores, la Gambie, la Guinée-Bissau, les nouveaux venus, pas la Guinée-Bissau n'étant pas une nouvelle équipe, mais surtout la Gambie et le Comores ont impressionné, ils ont séduit. La Guinée équatoriale est apparue assez conquérante et très bien. Le Sénégal est monté crescendo, la Côte d'Ivoire sur 2-3 matchs a montré de très belles choses. L'Égypte est restée fidèle à elle-même. Elle a mis en avant son expérience, sa maîtrise des compétitions de ce genre. Les grandes déceptions, le Burkina reste toujours cette équipe guerrière, assez engagée et qui a pu faire le pour la déception. La déception pour l'Algérie peut-être, qui était très attendue au bout et qui n'y est pas. Le Ghana qui a du mal, c'est quand même une nation qui a remporté 4 Coupes d'Afrique des Nations et qui a du mal depuis presque 1982 à se réhisser à la tête ou bien sur un palmarès de Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a également peut-être un degré moindre l'équipe du Maroc qui rassemblait beaucoup de talents. Sur la base de ce qu'elle avait montré au premier tour, on la pensait capable d'aller jusqu'au bout. C'était pareil aussi pour l'équipe du Nigeria. Mais je pense que c'est des équipes de sélection qui en prendront beaucoup de leur expérience sur cette Coupe d'Afrique des Nations et qui reviendront meilleurs. Alors, en perspective de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, on parle déjà d'un éventuel report.
Tu penses que vous pensez, allez, Voilà, vous pensez que c'est possible? Je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais effectivement, ça va être difficile que la prochaine CAN soit maintenue à la 2023. date. Parce que en 2023, c'était prévu d'abord en janvier. Oui. Ensuite, les compétitions sont ramenées au mois de juin. Cette année, c'est une année Coupe du Monde. La Coupe du Monde va se jouer entre le mois de novembre et de décembre 2022. On ne peut pas enchaîner en janvier sur une autre compétition. À côté de ça, vous avez en 2023 la Coupe d'Afrique des Nations sur les conditions climatiques en Côte d'Ivoire assez compliquées. C'est la période de la saison des pluies, la grande saison des pluies en Côte d'Ivoire. Il va falloir que tout cela soit harmonisé avec le dérèglement du calendrier FIFA provoqué par cette Coupe du Monde. Mais je suis convaincu, s'il y a la possibilité de l'organiser, la Côte d'Ivoire est très en avance sur le cahier des charges pour l'organisation de cette compétition. Si elle doit se faire en 2023, je pense que la Côte d'Ivoire pourrait être prête. À défaut, on va encore glisser sur une année supplémentaire 2024 et après attendre cette période-là pour retrouver le rythme normal de nos compétitions. Aliou Goloko, merci. C'est moi qui vous remercie, Papa Abdoulaye. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la TFM, la télévision Futur Média.